Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une visite en Gambie ce samedi. Une visite qui va renforcer les liens d'amitié et économique entre les deux pays. À suivre dans cette édition, le reportage de Mariama Diallo chez les transporteurs gambiens établis à Dakar. À Colobane, c'est l'amertume et la désolation totale. Les opérations de désencombrement sont passées par là. De multiples cantines sauvages longeaient le site, mais également c'était devenu le refuge des malfaiteurs et des mendiants étrangers. Nous allons faire un tour aussi à Grand-Yoff et à la Padoue. Pendant ce temps, le collectif des agents de l'École nationale des arts et des métiers de la culture dénonce la gestion du directeur de l'école, professeur Mamadou Djombera. Il pointe la gestion calamiteuse de l'établissement. Ces agents invitent l'OFNAC à mener un audit. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. À Saint-Louis, la SAED et la société française MEO s'engagent pour une meilleure gestion de l'eau. Elles viennent de parapher une convention qui permettra au Sénégal d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources hydrauliques et sur le foncier. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Cette information pour démarrer ce journal Tabaski 2024. L'État du Sénégal prend les devants dans une circulaire parvenue à notre rédaction. Le Premier ministre Ousmane Sonko rappelle au gouvernement les instructions du président de la République pour la bonne organisation de la fête. D'abord, garantir un approvisionnement suffisant en moutons, l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski. Le Premier ministre insiste enfin sur le respect des mesures sanitaires pour garantir le bon déroulement des opérations. Je vous le disais en titre, les opérations de désencombrement se poursuivent dans la capitale. Après Grand-Yoff, c'est au tour de Colobane. De multiples cantines sauvages longeaient le site, mais également c'était devenu le refuge des malfaiteurs et des mendiants étrangers. Les propriétaires de ces cantines déplorent cette opération. Ils qualifient l'acte comme une humiliation malgré les sommations reçues. Reportage Fatimata Bintouba. Les agents de l'UCG ont investi les lieux après le passage des caterpillars. Les commerçants trouvés sur place n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Mamadou Ndiaye est soudeur métallique. Il ne cache pas sa colère face à cette situation. Ils nous ont envoyé la note de sommation à notre grande surprise et ils ont démoli nos cantines et tout. Nous ne faisons que gagner notre vie à la sueur de notre front. Nous sommes là pour le moment. On ne sait vraiment pas quoi faire. Nous n'allons pas quitter les lieux. En masque pour se protéger de la poussière, Viendo était vendeur de vêtements. Sa place est tombée comme un château de cartes. Pour lui, le vrai problème, ce sont les mendiants et non les commerçants. C'est vraiment une humiliation pour nous. Ils devaient s'attaquer au problème des mendiants qui dorment souvent ici. Le déguerpissement des commerçants ne règle pas la situation. Papa Badian est responsable de la construction de la tapade du terrain qui était investie par les cantines. Selon lui, les occupants du site avaient bien reçu une sommation. De vouloir peut-être récupérer ce terrain, pendant un certain temps, par exemple, un bon moment, occupé par des marchands. Donc c'était trop difficile de dire, mais ils ont eu par exemple des sommations qui ont duré. Donc ils ont fini par procéder à l'opération de déguerpissement. Qui pouvait ne pas avoir lieu parce qu'ils avaient eu leur sommation depuis. Selon les autorités administratives, aucune dérogation ne sera accordée. Une énième opération de désencombrement qui s'inscrit dans la logique de mettre un terme au problème d'insécurité, mais également à celui de l'occupation anarchique de la voie publique.
À l'instant, le reportage de Fatimata Bintouba. Retour au marché de Grand Yoff et à la Patte d'Oie après les violentes manifestations qui ont eu lieu hier suite à l'opération de déguerpissement des marchands ambulants. C'est toujours la colère et la désolation. Les marchands ambulants accusent le maire de la commune. Plus de détails dans ce reportage signé par Mam Seynabou Babou. Les traces des manifestations des marchands ambulants d'hier restent toujours visibles sur la route. Ils sont sommés de quitter les lieux, mais c'est sans compter sur leur détermination. Ils sont toujours présents et vagues à leurs occupations. L'un d'eux pointe du doigt le maire de la commune. Hier, le maire de Grand Yoff a envoyé ici des nervis qui ont confisqué nos marchandises avant de nous brutaliser. Madiop Diop a failli à sa mission alors que c'est nous qui l'avons porté à la tête de la mairie. Nous n'avons que ce travail pour aider nos familles, donc nous ne pouvons pas quitter le marché. Tous regroupés, ils commandent les faits de ce jeudi très remonté. Ce marchand ambulant ne compte pas plier bagages, il dénonce l'attitude du maire. Chaque année, il y a des opérations de déguerpissement. Mais ce qui s'est passé hier, c'est très grave car le maire nous a envoyé des bandits pour nous obliger à quitter ici, à la place des éléments de force de défense et de sécurité. Nous allons continuer à venir tous les jours. Vendeuse de friperies et d'eau fraîche, cette dame, le cœur lourd, demande aux autorités de les aider car ce commerce constitue leur gagne-pain. Les autorités doivent avoir de la compassion envers nous. Si nous sommes là, c'est parce que nous n'avons pas le choix. La vie devient de plus en plus chère, donc nous sommes obligés de travailler pour subvenir à nos besoins. Leurs bagages confisqués, certains d'entre eux brutalisés d'après leurs témoignages, les marchands ambulants très en verve invitent les nouvelles autorités à résoudre ce différend avant que l'irréparable ne se produise. Mam Seynabou Babou, la réaction de la municipalité n'a pas tardé pour le chef de cabinet du maire de Grand Yoff. Les sommations ont été envoyées aux marchands ambulants depuis le 13 mars. Pierre-Richard Mendy précise que l'objectif de cette opération de déguerpissement est d'aérer les artères et d'améliorer le cadre de vie. Il est joint au téléphone par Papa Alinsar. La municipalité est dans les démarches de désencombrer, de rendre le cadre de vie plus attractif et plus vivable. Dans ce sens, nous avions envoyé des sommations aux marchands ambulants et des notes d'information pour les dire à partir du 13, nous allons commencer le désencombrement, une grande opération sur l'artère des jardins HLM Patte d'Oie jusqu'au feu campénal. Malheureusement, nous avons démarré le 17. Arrivés sur les lieux, ils disent qu'ils ne vont pas quitter. Disons, nous, aujourd'hui, nous sommes dans nos droits et dans nos prérogatives de pouvoir vous aider à rendre cette carte de vie propre et attrayant. Mais en réalité, il n'y avait pas de difficulté entre la municipalité et les marchands ambulants. En fait, c'est eux qui étaient là-bas en train de scander. Et c'est normal, quand tu trouves quelqu'un dans un endroit où il pense qu'il est là-bas légalement, alors que tel n'est pas le cas, un jour, pour lui dire que nous voulons vraiment vous avertir, pour vous dire que nous voulons faire des travaux, des encombrements, pour libérer au moins la voirie. Mise en place de nouvelles boutiques modernes au Sénégal d'ici 2030, c'est l'objectif de la Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation en collaboration avec le collectif Nyolank et l'Inakwa Diapo. La Fédération demande également le soutien de l'État du Sénégal. La Fédération était en conférence de presse en présence de Khadija Nadjouf et Moussa Fall. La Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation veut promouvoir l'installation de boutiques modernes au Sénégal, un projet que ces boutiquiers comptent réaliser d'ici 2030. La Fédération nationale des boutiquiers pour la modernisation s'est réunie l'ensemble des boutiquiers du Sénégal dans le but d'un programme de modernisation, l'ensemble des boutiquiers et des magasins de ce pays d'ici 2030. Pour la réalisation de leur projet, la FNBM propose des formations afin d'accompagner les boutiquiers à s'adapter aux nouvelles réformes qu'ils proposent. Maintenant, nous voulons entamer une nouvelle réforme au niveau des boutiques. Donc avant, quand tu rentrais dans une boutique, tu ne voyais pas les vitres. Tu voyais seulement les grilles qui sont sales. Tu voyais les saletés partout, en fait.
Maintenant, notre raison, c'est d'enlever ça et remplacer par un autre modèle. Donc, c'est-à-dire, au lieu de mettre les fers, on met les aluminiums. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au niveau où on vend les pains, ou bien on vend les choses là, on sécurise. Est-ce que vous voyez? Notre association, il forme encore les jeunes pour le commerce. Parce que vous savez, le commerce, c'est quelque chose qui est très important. Nous formons les jeunes. Nous formons plein de jeunes. Et quand tu rentres dans une boutique, tu peux trouver 4 jeunes, 5 jeunes qui se forment. La mise en place de ces boutiques modernes a déjà commencé dans certaines localités, ont affirmé les membres de la fédération. On a commencé par Bambilor, jusqu'à présent, nous entamons peu à peu parce qu'on vient de mettre notre association en place. Donc c'est notre raison d'être là. La FNBM, accompagnée par Unaqua, Diapo et Nyolank, demande l'appui de l'État dans ce projet. Ils souhaitent que les grossistes arrêtent de vendre au détail et que les boutiques et magasins soient plus sécurisés. Visite d'amitié et de travail du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en Gambie. Ce samedi, les transporteurs gambiens qui font la navette entre Dakar et Banjul se disent contents de cette visite. Mais déjà, des préoccupations sont déjà notées, à savoir la concurrence déloyale, mais aussi les tracasseries policières. Je vous propose d'écouter le reportage de Mariam Diallo. Il était en compagnie donc du caméraman Cheikh Tidiane Diouf. À l'entrée du garage, un bus est déjà plein en partance pour Gambie. À l'intérieur, des responsables et chauffeurs attendent la prochaine rotation. Le représentant de la compagnie gambienne attend de cette rencontre une discussion sérieuse et sincère pour mettre fin aux multiples tracasseries sur la route. On souhaite aussi pour qu'on puisse au moins revoir la situation de ces corps militaires parce que les arrêts sont beaucoup et énormes. Tel aussi est le cas de la douane. Le contrôle est trop dur et strict. Les difficultés qu'on rencontre nous en personne, on a constaté que tel n'est pas le cas aux autres. Vraiment, on souhaite que vraiment le gouvernement sénégalais puisse nous aider sur ce point. Certains clients doivent prendre leur vol au Sénégal, mais ils le ratent souvent selon Yaya Diouf. Dû aux nombreux arrêts, ce responsable dénonce un traitement inéquitable. am na ñoo xam ne time lañ dee daw si pour ñëw fii seen visa interview ak yooyu am na ñoo xam ne flight lañ dee ñëw. Il y en a qui quittent Gambie pour venir prendre leur vol au Sénégal. Souvent ils accusent du retard ou ratent même leur avion et c'est dû aux nombreux postes de contrôle. La solution pour moi c'est de trouver un lieu où on fera le contrôle puis on atteste. Pour les autres checkpoints, on peut simplement prouver qu'on a déjà été contrôlé. ñu bindaloon kayit jox chauffeur yi ne ñu mën a xam ne fu ñu aaga rek mën nañ leen wan ne ñii dañ leen vérifier. Outre ces difficultés rencontrées par les chauffeurs, le ferry qui tombe souvent en panne préoccupe aussi Lamine Camara. Souvent le ferry tombe en panne et cela cause d'énormes difficultés. On est obligé de contourner et ça ne nous arrange pas. Je demande aux deux présidents, si possible, de nous trouver un nouveau ferry. Chauffeurs et responsables espèrent que le secteur du transport sera au cœur de la visite ce samedi du président Bassirou Diomaye Faye en Gambie. À Saint-Louis, la SAED et la société française MEOS s'engagent pour une meilleure gestion de l'eau. Elles viennent de parapher une convention qui permettra au Sénégal d'avoir une meilleure visibilité sur les ressources hydrauliques et sur le foncier, n'est-ce pas, Momar Alisnian? Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé, SAED, vient de signer une convention de partenariat avec la société française MEOS, spécialisée dans le traitement d'images satellitaires. La dite convention est signée dans le cadre du lancement du projet Hydrospace for Sénégal pour un financement de 500 000 €. Le motif de ce lancement, c'est l'initiative commune qui a été prise par plusieurs entreprises françaises qui sont des PME, donc MEOS et puis BWI, en collaboration avec une entreprise sénégalaise, Geomatica, qui est ici,
et qui veulent mettre au service de l'amélioration de l'agriculture et de l'autosuffisance alimentaire leur connaissance sur la géomatique et les données en fait satellites au service de l'amélioration de l'agriculture. Alors dans ce projet, grâce à l'imagerie satellite, donc, MEOS va regarder plusieurs indicateurs. Déjà la sécheresse végétale sur le territoire, ensuite le suivi des réserves en eau, donc pour avoir une idée de l'évolution des réserves en eau, et la détection de l'irrigation, donc être capable de détecter quelles sont les cultures et est-ce qu'elles sont irriguées ou pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir tout ça dans un même système. Cette convention permettra à la SAED d'atteindre de manière plus efficace ses objectifs, surtout dans la gestion des ressources en eau. Un projet qui consiste à doter donc la SAED d'outils d'aide à la décision par rapport donc à un meilleur suivi des ressources en eau, de l'irrigation et même du foncier irrigué. Et cela a été possible donc avec un partenariat avec MEOS, un financement donc avec la direction donc du Trésor français. S'il est lié ici donc de remercier tous ces partenaires-là avec même Geomatica, de tout genre donc Geomatica qui a aussi apporté sa contribution donc par rapport à ça. Le projet Hydrospace for Sénégal est exécuté pour une durée de 18 mois. À l'instant, Momar Alisnia, notre correspondant permanent à Saint-Louis. L'appel à candidature reste toujours d'actualité et les Sénégalais attendent d'y voir plus clair. Le nouveau régime veut marquer une rupture pour diriger certaines entreprises nationales et cette volonté sera à coup sûr conforme au principe de bonne gouvernance selon les Sénégalais rencontrés par notre reporter Mohamedou Rassoul Khan. Regardez. Appel à candidature pour les directions générales, ce changement sur les profils censés diriger certaines entreprises nationales semble être une bonne idée pour cet ancien secrétaire général des syndicats des travailleurs de l'Assemblée nationale. L'appel à la candidature, ça fait que tous les Sénégalais sont au même pied d'égalité parce que les compétences, chacun peut se présenter par rapport au profil qui est demandé. Et là, si le profil répond et que c'est sur appel à la candidature, vraiment c'est une très bonne formule. Ça encourage les Sénégalais à travailler pour être compétents. La gestion des directions générales est perçue comme une lourde tâche. Confier un poste de responsabilité de cette nature demande du leadership. Avec les nouveaux entretiens qu'ils sont en train de faire donc à ce jour pour dénicher des profils et puis les mettre aux têtes des directions multiples qu'ils ont dans le gouvernement, il va falloir qu'ils se focalisent beaucoup plus sur des leaders en fait. Même son de cloche, M. Kouli pense que cette mesure va matérialiser cette volonté de rupture. Plus de rigueur dans le travail, son vœu pieux. Lui, certainement, il va falloir qu'il y ait beaucoup de rigueur dans les administrations, que les gens puissent se donner et qu'il y ait des systèmes de pointage ou autre chose qui feront que les gens seront à l'heure et travailler convenablement comme il faut. L'actuel régime, dans sa volonté de choisir les meilleurs profils correspondant au poste de directeur général, s'inscrit dans une logique d'appel à candidature. Une innovation de taille afin de miser sur les personnes qui seront capables de diriger certaines entreprises. D'après les statistiques, en 2021, seules 7 maladies professionnelles sont déclarées. Une sous-déclaration, selon le médecin du travail Georges Diouf, la rédaction d'ITV a donné la parole aux travailleurs. Qu'en est-il de leur prise en charge médicale au sein des entreprises? Reportage signé par Alun Sow. Sous le couvert de l'anonymat et avec son chapeau torpedo bien ajusté, notre interlocuteur est assis sous un pont. Pour ce travailleur d'un cabinet d'avocats de la place, plusieurs personnes n'ont pas d'emploi déclaré. Les gens faisaient les visites dans les cabinets d'avocats, entre nous. Je le cache pas, peu de personnes sont déclarées, ont des emplois déclarés au niveau des cabinets d'avocats. Il faut dire la vérité. Oui, les gens ne déclarent pas le personnel. S'ils ne déclarent pas le personnel, c'est un travail dissimulé. Et si le travail est dissimulé, le salarié ne peut pas avoir l'IPRES, il ne peut pas avoir la sécurité sociale. C'est automatique.
Un travail dissimulé à ses yeux qui impactait négativement sur leur situation sociale. Selon lui, avec cette violation du Code de sécurité sociale, la prise en charge médicale des salariés pose problème. En quelque sorte, c'est les violations des règles, les règles du Code du travail ou les règles du Code de la sécurité sociale. En principe, tout salarié doit être immatriculé aux institutions sociales. Bon, les institutions sociales, c'est l'IPRES et la sécurité sociale. Au niveau des sécurités sociales, on a les IPM, où normalement les salariés et leurs familles sont pris en charge. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises n'immatriculent pas les salariés au niveau des IPM. Dans un ton ferme, notre interlocuteur impute la faute aux inspecteurs de travail. Mais aujourd'hui, tu vois que les inspecteurs du travail ne bougent pas de leur bureau. C'est seulement les salariés qui lorsqu'ils ont des problèmes, qui se rendent à l'inspection. Alors que les inspecteurs du travail, en vertu des dispositions du Code du travail, ont le pouvoir de faire des visites inopinées dans les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est l'État qui doit prendre en charge cette question. Vérifier à ce que les dispositions du Code du travail et la législation sociale soient respectées au niveau des entreprises. Plusieurs personnes rencontrées travaillent pour elles-mêmes. Celles qui sont dans les entreprises préfèrent se taire sur la prise en charge médicale au sein de leur boîte où le sujet est apparemment tabou. Éducation dans cette édition partenariat public-privé dans l'éducation. Désormais, les centres de formation peuvent offrir des formations qualifiantes aux enseignants. Cette initiative permettra de diversifier l'offre de formation et de désengorger les centres régionaux de formation des professionnels de l'éducation. Babacar Seck. L'État du Sénégal encourage la formation des enseignants dans le privé pour renforcer les centres publics pour une meilleure qualité des enseignements. L'État a la charge de la formation des enseignants. Parce que vous savez, le premier intrant de qualité pour l'éducation, c'est des enseignants bien formés. Les enseignants sont capacités avec des professionnels du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les inspecteurs, ce sont les formateurs de CRP qui descendent sur le terrain, qui les accompagnent. C'est eux-mêmes qui viennent les voir pour les examens professionnels. Et là, ça règle beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas cette capacité pour former tous les enseignants. Le Centre pour l'enseignement, la formation et le leadership en Afrique va ainsi contribuer à la formation de ressources humaines de qualité dans le secteur de l'éducation. Nous souhaitons contribuer à la formation des enseignants dans ce pays. L'État fait beaucoup d'efforts de formation et de recrutement, mais il est évident, compte tenu de la part importante du secteur privé dans l'éducation, que le privé devrait aussi contribuer à former des ressources humaines de qualité. Je l'ai dit comme enseignant, mais aussi notre devoir est de former les personnels de gestion des établissements, des planificateurs, des technopédagogues. Et c'est donc dans toutes ces directions que nous essayons de nous développer avec l'appui notamment de la direction de l'enseignement moyen secondaire général. Selon les autorités académiques, le partenariat public-privé dans la formation est une réponse pour une qualité optimale des enseignements-apprentissages afin d'atteindre un bon niveau de performance des élèves. Prise de contact entre le ministre de l'Éducation nationale, les directeurs et les chefs de service. Moustapha Guirassy a insisté sur l'intégration de toutes les composantes du système. Pour lui, il faut passer d'un système éducatif à une société éducative centrée sur l'humain. Je propose d'écouter Moustapha Guirassy. Il est le ministre de l'Éducation nationale. Ses propos sont recueillis par Babacar Seck. L'impression qu'il y a beaucoup d'autres communautés, d'autres réalités qui ne sont pas suffisamment entrées donc dans le système. Et il nous faut absolument cela pour compléter la formation et que le système soit beaucoup plus performant. Je le dis parce que face à la présence et ce que nous allons être très bientôt, l'intelligence artificielle qui va par exemple modifier complètement l'apprentissage, les comportements, tout et l'économie, il faut comment accompagner, comment contrer. Est-ce que notre société doit complètement perdre les repères au plan philosophique
spirituel, on en a parlé. Mais je pense que dans d'autres pays, par exemple, la meilleure façon de contrer et d'accompagner, c'est aussi de renforcer la dimension philosophique. Réfléchir, etc. Sinon, après, c'est beaucoup d'intelligence artificielle, mais sans humanité, sans humanisme. Donc, cette société que nous voulons préparer, est-ce qu'il faut tout de suite être sous ce complexe-là et puis aller donc résolument et sans trop réfléchir donc à l'humain. Donc je pense que nous sommes attendus à ce niveau-là aussi. Il faut bien sûr ça, c'est une réalité, mais en même temps voir comment l'accompagner humainement. Le collectif des agents de l'École nationale des arts et des métiers de la culture fustige la gestion du directeur de l'école, professeur Mamadou Djombera. Il pointe la gestion calamiteuse de l'établissement. Ces agents invitent l'OFNAC à mener un audit dans l'école et à la tutelle de prendre ses responsabilités. Des dénonciations faites lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi. Mamadou Dieng et Moussa Dia. Le collectif national des agents de l'École nationale des arts et des métiers de la culture, sur le pied de guerre contre le directeur de l'école, à l'origine de la pomme de discorde, des licenciements, des menaces et une gestion que ces agents jugent chaotique et opaque. Depuis son arrivée, on a constaté qu'il a recruté pas mal de personnes qui se réclament de son parti. Donc c'était juste pour satisfaire une clientèle politique qu'il a voulu licencier et qu'il a même rompu le contrat de certains de nos collègues. Il y a aussi des nominations arbitraires, donc pour les postes qui nécessitent un appel à candidature. Des menaces et des velléités de licenciement des agents en service depuis plusieurs années pour le recrutement d'une clientèle politique, dénonce-t-il. En plus d'un défaut d'entretien des deux sites de l'école, le collectif dit avoir cherché à rencontrer le directeur indexé, professeur Mamadou Djombera, mais en vain. On a eu à lui adresser 2 à 3 demandes d'audience, mais il n'a pas voulu répondre. Et je pense que la courtoisie administrative voudrait qu'au moins qu'il puisse répondre à nos multiples tentatives, mais il n'a jamais voulu répondre. Mais devant le ministre et devant le SG, il avait promis qu'il allait nous recevoir. Mais une fois à l'école, il a catégoriquement refusé. Il ne répondait même pas à nos demandes d'audience. Le collectif doute de l'utilisation des fonds de l'école. Matar Koundoul et compagnie invitent l'OFNAC à auditer l'établissement. Lors de notre dernière sortie, on avait interpellé l'OFNAC pour qu'au moins qu'il puisse y avoir un audit ici au niveau de l'école. Parce qu'à chaque fois, on a des budgets assez conséquents, mais dans la réalité, ici à l'école, nous aussi doute que ce budget-là est vraiment dépensé ici à l'école. C'est pourquoi nous réclamons un audit ici à l'école. Le collectif dit par ailleurs détenir des preuves comme quoi le directeur de l'école soustrait des tableaux de l'établissement qu'il vende en catimini. Notre équipe qui était sur place s'est rendue au secrétariat de l'école pour avoir la version du directeur, professeur Mamadou Djombera. Il est en voyage selon la directrice adjointe de l'établissement. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et bonsoir.